Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire gratuit de la Maison des Sagesses. Nous allons avoir le plaisir d'échanger avec plusieurs intervenants. Donc, bientôt, ça va être Maxime Rovert qui va nous présenter son séminaire sur comment gérer les conflits. Puis, nous aurons Lélie Anvar qui nous parlera de son séminaire sur la sagesse de l'amour chez Rumi. Et puis nous aurons Ilios Kotsou qui nous parlera de la méditation comme art de vivre et qui nous fera pratiquer une petite méditation. Et puis nous aurons enfin Mohamed Taleb qui nous parlera, lui, des cours qu'il va donner en ligne dès demain à l'école de philo et qui nous parlera du néoplatonisme, de Plotin et du néoplatonisme. Juste une petite précision parce que je parle de l'école de philo, de la maison des sagesses, il peut y avoir des fois des confusions et j'avoue que c'est pas très simple. Parce qu'au départ, je comptais créer une école qui s'appelait donc de sagesse, qui s'appelait l'école de philo. Donc c'est le premier nom. Et c'est le nom en fait juridique de la société. Et puis après, en discutant avec les uns avec les autres, et notamment avec mon ami Maxime, qui est un des fondateurs de la Maison des Sagesses, on se disait quand même que on n'a pas tous très envie de retourner à l'école. Et il me disait, on a plus envie de rentrer à la maison. Et donc du coup, on a appelé la Maison des Sagesses la marque, en fait, si vous voulez, officielle de l'école de philo, qui est le nom juridique de la société. Donc, du coup, on a gardé ces deux noms, et puis après, avec l'usage, tout en gardant la maison des sagesses comme, je dirais, le lieu qui accueille tout le monde, hein, une maison est grande et vaste, on s'est dit, c'est pas mal d'appeler l'école de philo aussi les cours en ligne. Parce que c'est une école de philo quand même, c'est une formation continue en philosophie. Ce qui fait que du coup, aujourd'hui, bah, l'usage qu'on a pris, et je vous explique tout ça parce que vous êtes plusieurs à nous poser la question, en fait, la Maison des Sagesses, c'est l'entité qui regroupe tout, et l'école de philo, quand on en parle, c'est l'école avec les cours en ligne qui ont lieu tous les jeudis soirs. C'est une formation continue en philosophie avec d'excellents profs de philo et avec comme directeur pédagogique Maxime Rovert, qui est un excellent philosophe et pédagogue. Et je vais tout de suite lui donner la parole pour qu'il puisse nous présenter le séminaire qu'il va donner dans un mois maintenant à la Maison des Sagesses, donc enfin en tout cas au domaine de Savena, qui est la propriété dans la Drôme provençale, est une très belle propriété de 15 hectares, dans lequel tous les séminaires dont on va parler vont avoir lieu. Et donc Maxime, est-ce que tu peux nous présenter ton séminaire, à la fois le thème et puis peut-être aussi des exercices que tu proposeras, parce que je rappelle que l'idée fondamentale des séminaires, c'est dans l'inspiration des anciens qui présentent la philosophie comme un art de vivre, c'est de montrer qu'à la fois il faut comprendre des choses et que la philosophie nous aide à penser mieux, mais elle nous aide à penser mieux pour vivre mieux. Et donc s'agit de mettre en pratique ce qu'on a compris. Donc c'est pour ça que nous vous invitons fortement à pratiquer dans les séminaires parce que nous pouvons proposer des ateliers pratiques, des exercices pratiques. Il y aura notamment un éveil corporel le matin, un exercice de méditation le soir, des promenades dans la nature avec un chemin du philosophe qui permet de parcourir la propriété en 1 heure et demie à travers des moments de méditation autour de grandes citations philosophiques. Et puis, il y aura des ateliers pratiques qui seront proposés par chaque intervenant. Mais je laisse la parole tout de suite à Maxime. Alors, petite précision, si vous avez des questions concernant l'intervention de Maxime, posez-les en bas. Vous avez un petit onglet Q et R. Donc, allez dedans et pendant son intervention ou vers la fin, n'hésitez pas à mettre des questions. C'est moi qui vais les lire parce que notre amie Aurélie là, n'est pas là ce soir. Donc, c'est moi qui vais lire les questions et je lui poserai dans la foulée de son intervention. Et donc, si vous avez des questions à poser, faites-le vraiment pendant son intervention et je lui poserai tout de suite après. Et ensuite, on pourra continuer avec un autre intervenant. Mais les intervenants ne resteront pas forcément pendant toute la durée du webinaire. Donc, je vous invite à poser vos questions pendant l'intervention. Voilà, Maxime, je te laisse la parole. Merci Frédéric, bonsoir à tous. Merci d'être ce soir avec nous. Je suis très heureux en fait de pouvoir vous présenter ce séminaire. Comme vous l'avez compris, en fait, le pari des séminaires de la Maison des Sagesses, c'est finalement un peu comme on fait une retraite de yoga ou qu'on fait une retraite pour faire du jeûne ou qu'on fait une retraite dans d'autres disciplines, faire une retraite de philosophie. En fait, c'est prendre un petit peu au sérieux le fait que la philosophie demande de l'attention et se mettre un petit peu à l'écart de son quotidien pour
disons, donner toute son attention, le meilleur de son attention, de sa qualité de présence à la philosophie, eh ben justement, c'est le pari de ces séminaires. Alors, le mien va avoir lieu du 29 avril au 5 mai, donc c'est bientôt, là, c'est à la fin du mois. Et l'idée de ce séminaire, c'est de réfléchir sur des conflits, des situations de conflit, tels que nous les rencontrons dans notre vie quotidienne avec nos amis, avec nos collègues, avec notre famille et parfois même avec nos conjoints ou nos ex. Où les divorcés connaissent bien toutes les causes qu'il y a de frottement, d'irritation et en fait de moments où l'on perd le contrôle de ce que l'on fait, de ce que l'on dit et où en fait on cesse d'être l'acteur de sa propre vie. Alors vous allez me dire, mais attendez Maxime, en général, ces questions-là sont traitées par les psys, par exemple, ou par de la thérapie de couple, ou par de la thérapie familiale. Et donc, qu'est-ce que la philosophie a à voir là-dedans? Moi, ce qui m'intéresse, c'est Platon, c'est Spinoza, c'est... Et je vous réponds que, en fait, tous ces philosophes ont souvent eu une démarche éthique liée à la transformation de la vie par l'intellect. Et chez Spinoza, c'est une chose que j'ai beaucoup thématisée, que j'explique un peu dans la préface à l'éthique que j'ai retraduite moi-même chez Flammarion. L'idée, c'est en passant par l'intellect, c'est-à-dire en éclaircissant ses idées, on va transformer la manière dont on perçoit les situations. Si l'on change la manière dont on perçoit la situation, mécaniquement, la façon qu'on aura d'y répondre va aussi se modifier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'éthique, c'est pas du tout une discipline qui serait séparée seulement théorique, en fait, abstraite, et qui serait séparée de notre expérience. C'est plutôt une manière de prendre un détour par l'abstraction, le concept, pour redescendre dans ce que Deleuze appelle le percept. On passe du percept au concept et du concept au percept, et ensuite on passe à l'action. L'action, en fait, au lieu de se dire je devrais réagir autrement, on réfléchit autrement, et de cette manière, on transforme la vie. Donc c'est ce travail-là, en fait, qui est proposé pendant cette semaine. C'est une semaine, ça veut dire, en gros, c'est 6 jours entre le moment d'arrivée et le moment de départ. Et l'idée, c'est justement que chaque jour, nous puissions élaborer une certaine réflexion autour de cas, c'est-à-dire que chacun va pouvoir réfléchir sur des conflits passés ou en cours afin de voir un petit peu quelles sont les interactions en présence, puisque, comme vous le savez peut-être, je suis non seulement un spécialiste de Spinoza, mais aussi un spécialiste des systèmes d'interaction. Et ce qui m'intéresse, en fait, dans mes derniers essais, et justement d'explorer la façon dont les interactions bouclent en nous. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes agressé, vous allez avoir tendance à vouloir agresser en retour. La violence boucle. Donc, ça crée des réactions en chaîne qu'il est très intéressant d'étudier justement pour savoir à quel moment il est possible en fait de déjouer la circularité d'une interaction pour trouver de nouvelles manières de vivre sa vie et justement, soit d'éviter des conflits inutiles, soit d'approfondir des conflits qui en fait sont utiles quand on se dispute sur des choses qui sont très sérieuses en fait. Je veux dire, la vente d'une maison, le soin qu'on doit à la grand-mère ou au grand-père, les activités des enfants, tout ça, ce sont des questions d'une certaine manière qui valent la peine qu'on se batte pour elles. Donc, il ne s'agit pas de fuir le conflit. Il s'agit simplement de développer un certain regard pour être capable, à l'intérieur des conflits dans lesquels nous avons à naviguer, d'identifier ce que j'appelle des brèches, qui sont à la fois en fait des imperfections dans nos systèmes, c'est-à-dire comme des fêlures dans un mur, mais qui sont aussi des opportunités, puisque comme les fêlures dans un mur, elles permettent de voir des perspectives nouvelles. Donc tout ça suppose un certain travail qui n'est pas du tout du ressort de la psychologie, qui n'est pas du tout du ressort de la sociologie, mais que la philosophie permet d'explorer, justement parce qu'avec des concepts assez fermes, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de penser ce que c'est qu'un système, penser ce que c'est qu'une interaction, on va éclairer notre propre expérience d'une manière tout à fait singulière. Donc c'est cette proposition d'une philosophie qui nous transforme, euh, qui est à la fois entre, je dirais, sa valeur d'expérience
transformation de l'expérience. Et sa valeur d'abstraction, c'est-à-dire on va quand même faire des schémas et on va quand même réfléchir à partir de concepts qui sont fins pour, une fois encore, transformer notre manière de vivre. Donc, ce projet-là, en fait, ça suppose que, bah, à la fois, on se donne le temps de réfléchir, on donne aussi au concept le temps de descendre, si je puis dire, depuis l'intellectualisation vers la perception et du coup vers l'action. Je ne dis pas que tout se passera dans l'espace d'une semaine. Je pense que, comme la plupart de ces retraites, quelle que soit la discipline centrale, quoi, que ce soit la méditation ou que ce soit le yoga ou que ce soit la philosophie, en général, c'est un moment très fort où les choses changent plus vite que d'habitude et où ensuite elles sédimentent en fait au fur et à mesure que après on retrouve sa vie quotidienne. Donc l'idée c'est pas de vous promettre que vous serez totalement transformé au bout de cette semaine, mais plutôt que cette semaine sera un moment très privilégié où je serai avec vous pendant des jours entiers à réfléchir sur ce que c'est qu'un conflit, sur l'issue d'un conflit, et sur en fait la manière dont fonctionnent des systèmes amicaux ou familiaux ou à l'intérieur d'entreprises, parce que je travaille aussi avec beaucoup d'entreprises qui me font réfléchir sur l'organisation. Et à partir de ces réflexions-là, je garantis qu'il vous sera possible à vous de trouver votre propre chemin, disons, au contact de l'expérience. Voilà un peu ce qui est proposé dans cette retraite, qui est en fait évidemment un séminaire au sens où il est extrêmement conceptuel, c'est de la philosophie, mais c'est quand même une retraite au sens où on se met un peu en retrait du monde, on se met un peu en retrait de nos préoccupations qui nous étranglent pour vraiment se livrer à un travail de réflexion qui ne suppose aucun préalable, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être thésard ou en master de philosophie pour venir. Au contraire, c'est très ouvert à tous les niveaux, puisqu'en fait, progressivement, ça c'est vraiment... Moi, j'ai enseigné à toutes les échelles. J'ai enseigné en terminale comme j'ai enseigné à Princeton. Et je sais qu'il est possible de faire des choses de qualité si l'on va suffisamment lentement à chaque pas pour qu'en fait, ceux qui sont débutants puissent nous accompagner et que ceux qui sont très avancés trouvent du plaisir à réfléchir ensemble. Encore une fois, ce séminaire, c'est aussi un travail collectif. On va être ensemble, on va être en groupe, et ce groupe, en fait, qui est très limité, c'est pour ça que je vous invite à pas hésiter trop et à prendre vos places assez rapidement pour pas être déçu de ne pas avoir de place. Et ben en fait, ça va former un groupe, et ce groupe de réflexion, on va l'amener le plus loin possible dans une réflexion sur les interactions. Voilà un peu le projet de ce séminaire. Alors merci Maxime. J'ai deux questions là, qui demandent de préciser un peu les choses. Il y a Lina qui dit quelle est la part, en fait, la combinaison entre pratique et enseignement théorique. Bon, c'est une très bonne question parce que, en fait, on a tendance à associer la philosophie à quelque chose de très orienté par de l'histoire de la philo. Mais là, ce que je vous propose, c'est pas du tout de vous parler de la théorie, par exemple, des systèmes d'interaction. Je vous propose plutôt qu'on parte à chaque fois de l'expérience vers l'abstraction. Donc là où vous me posez la question entre théorie et pratique, moi je vous répondrai plutôt tout sera pratique. Simplement à chaque fois, on fera des allers-retours entre ensemble parce qu'on est en séminaire. Ça veut dire je ne donne pas une grande conférence magistrale. On est plutôt en séminaire de petits groupes et en groupe, on pratique justement ces allers-retours entre disons, des études de cas, parce que vous amenez vos cas, vos préoccupations, et puis moi j'ai les miens aussi, je vous en donnerai, et puis ensemble on réfléchira sur la manière dont on conceptualise les choses. Donc vous comprenez, on n'est pas divisé entre la théorie et la pratique, on est dans une pratique de réflexion qu'on va sans cesse approfondir. Alors là, du coup, j'ai une question de Maria, assez pertinente, qui dit: Bonsoir Maxime. Si je vous comprends bien, vous dites que la philosophie est indirectement en lien avec la psychologie. J'apprécie la philo à mon échelle, mais je ne suis pas une pro de la philo, bien évidemment. Mais j'aime la sagesse et la réflexion. Mais j'ai du mal avec l'approche de la psychologie pure et dure. Et est-ce qu'on risque pas de tomber dans une séance de psy? Eh ben, c'est une très bonne question parce que ça me permet de mettre au point les choses. C'est-à-dire qu'une séance de psy, ça identifie un symptôme
Et à partir de ce symptôme, ça explore, disons, quelles en sont les racines dans l'histoire personnelle, etc. Or, notre travail, ça va pas du tout être ça. Notre travail va consister à entrer en philosophie, donc justement dans une théorie des interactions, des boucles d'interaction, des réactions en chaîne et des choses comme ça, de la théorie de la complexité aussi. On voit moins Edgar Morin maintenant, mais il est tellement profond dans sa pensée de la complexité. Mais vous voyez, au lieu de vous présenter une théorie de la complexité, on va prendre des cas où l'on perçoit ce que c'est que la complexité. Et donc, on est très loin de la psychologie au sens où on ne va pas pathologiser des réactions. Je ne vais pas vous dire, ah bah là, vous avez tort, ou là, c'est névrotique, ou là, c'est etc. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui ne sera pas fondé sur la notion de symptôme. Et par ailleurs, j'insiste, là où la psychologie, en général, ce n'est pas le cas de toutes les psychologies, mais en général, la psychologie travaille sur les individus. Ça veut dire, il n'y en a qu'un qui va voir un psy et qui travaille sur soi, sur lui-même ou sur elle-même. Là, on va réfléchir sur des systèmes, c'est-à-dire des situations où il y a plusieurs personnes impliquées, et donc on ne va pas rentrer dans les profondeurs de votre psyché, on va plutôt étudier des mouvements dynamiques qui définissent en fait les interactions comme conflictuelles et qui vont indiquer des portes, des issues au conflit. C'est ça qu'on va faire. Donc, on est dans quelque chose qui n'est pas personnel, mais dépersonnalisant, et qui n'est pas pathologisant, et qui est au contraire une étude neutre, en quelque sorte, ou en tout cas joyeuse plutôt, des interactions. Et c'est justement de cette manière-là qu'on va vers la sagesse. Le projet, c'est de conceptualiser, c'est-à-dire de monter en abstraction, pour que cette montée en abstraction nous amène vers plus de confort dans nos vies quotidiennes, plus de compréhension des autres, et donc plus de calme, plus de sérénité, plus de joie de vivre dans la manière dont on évite les conflits, où on sort des conflits, où on explore les conflits comme des occasions de changer. Merci beaucoup, Maxime. Bon, il y a d'autres questions, mais malheureusement, il faut qu'on avance parce qu'on a d'autres intervenants. Donc, bah, merci, écoute, de ta présentation. Et donc, j'invite tous ceux qui sont intéressés ou en parler autour de vous, ce séminaire, donc, qui aura lieu. Tu nous redis les dates, je sais que c'est dans un mois à peu près. C'est ça, c'est du 29 avril au 5 mai. Si vous êtes curieux et que vous avez des questions, gardez-les, venez et on les traitera ensemble sur place. Super. Merci à toi. Ciao. Salut. Alors, maintenant, je donne la parole à Lélie Anvar, que beaucoup d'entre vous connaissent parce que nous avons fait ensemble une émission Les Racines du ciel sur France Culture pendant 8 ans, que vous êtes nombreux d'ailleurs à regretter. Et puis, Lélie était une grande spécialiste hein, de la pensée persane. J'ai fait un voyage avec elle aussi en Iran qui était extraordinaire. Et donc, Lélie nous propose de parler pendant ce séminaire de la sagesse de l'amour chez Rumi. Alors, Lélie, bonsoir, est-ce que tu peux nous dire en 10 minutes un peu de quoi tu vas parler et s'il y a des exercices pratiques, etc., quels seront-ils? Oui, bonsoir à tous. Donc c'est effectivement, alors là c'est vraiment une retraite dans le sens plein du terme, puisque il s'agira de se retirer du bruit et du fracas et du tumulte du monde pour réfléchir à ce qui est, du point de vue de Rumi en tout cas, la priorité absolue, c'est-à-dire de s'occuper de son âme, de prendre soin de son âme. Et pour prendre soin de son âme, il faut évidemment savoir comment faire. En fait, tout le chemin que Rumi propose, c'est ça. Et le soin de l'âme, pour lui, doit mener nécessairement à l'expérience de l'amour. Donc, alors, en fait, Rumi a été pour moi-même il est toujours un guide de vie, un guide spirituel. Et ce qui est extraordinaire avec lui, c'est que bien qu'il ait vécu il y a 800 ans, il continue à être extraordinairement actuel. Mais je pense que d'ailleurs, ça ne contredit pas ce qui vient d'être dit, puisque les philosophes du passé ont un peu la même présence, la même actualité pour nos vies aujourd'hui. La différence, c'est que Rumi n'a pas créé un système de pensée, donc je ne vous parlerai pas d'un système de pensée, que est parti en fait d'une expérience de l'amour pour ensuite exposer les vicissitudes de la voie spirituelle qui est en fait qui est indissociable de l'amour. Et ce que je vais essayer de vous montrer à travers à la fois sa vie
et son œuvre, c'est comment, par ce partage poétique qu'il fait de ses expériences, il peut aussi nous montrer le chemin. Et alors ça se fait bien sûr, dans un premier temps, c'est intellectuel parce que forcément je vais vous donner des informations pendant ces 5 jours. J'ai oublié de dire que c'était du 20 au 25 mai, enfin c'est ça, c'est 5-6 jours. Donc je vais bien sûr donner des informations, sur sa vie, sur ce qu'on sait, sur son œuvre. Je vais vous, voilà, vous expliquer un peu comment elle s'inscrit, par exemple, dans l'histoire de la littérature persane, mais ce ne sera pas le plus important. Le plus important, ce sera vraiment de vous partager avec vous des poèmes, ou des récits, parce c'est aussi un grand narrateur qui a raconté des histoires très profondes avec beaucoup de signification. Donc, l'idée sera de partir de poèmes. Et alors, quand c'est des poèmes lyriques, on va véritablement méditer dessus en prenant certaines métaphores. Après que j'ai expliqué quelles sont les significations des métaphores, un peu comme tout à l'heure, Maxime nous parlait de la façon dont il faut expliquer les concepts et ensuite les vivre. En réalité, il s'agira d'expliquer, voilà, le sens, dans le sens, je veux dire, parce que c'est traduit du persan, etc. Donc d'expliquer ce que signifient ces métaphores, mais au-delà de la signification, de faire goûter, car tout le but de la spiritualité de Rumi, c'est de nous faire goûter à ce qu'il dit et non pas de s'adresser uniquement à notre intellect, mais bien plus de s'adresser au cœur. Et donc, l'idée, c'est de vous faire goûter au goût de l'amour tel que Rumi nous le propose. Et en fait, il est devenu poète pour ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout poète dans le sens où il voulait pas produire une œuvre poétique pour plaire aux gens, mais évidemment, mais ça sortait de lui en fait sous forme de poème parce qu'il savait que la beauté, que le rythme, que les images sont beaucoup plus efficaces pour partager une expérience spirituelle que d'écrire un traité, par exemple, qu'il soit philosophique ou mystique ou théologique, etc. Donc vraiment, c'est à travers l'œuvre poétique, à travers les images et les visualisations que je vais vous proposer justement de ces métaphores qu'il emploie, que on pourra vraiment pénétrer au plus profond de l'œuvre et, j'espère, en goûter la saveur. Le but étant quand même, alors évidemment, à nouveau, hein, c'est pas d'être complètement transformé du tout au tout du jour au lendemain, mais le but étant quand même, à travers cette expérience de, de l'extraordinaire, euh, de la sensation extraordinaire que provoque le fait de se connecter à la dimension spirituelle par l'amour, eh bien de comprendre que voilà, se connecter comme ça, quand on le fait à travers la poésie, ça donne énormément d'énergie pour développer sa vie spirituelle après. Comme je vous le disais, ce que je vais essayer de partager, c'est comment Rumi continue en fait à animer ma vie personnelle spirituelle. Et je vais essayer de vous montrer comment il peut aussi le faire pour ceux d'entre vous qui partageront donc ces moments avec nous. Donc, alors, d'un côté, ce sont les poèmes lyriques avec des images tout à fait extraordinaires et surréalistes, sur lesquels donc je vais proposer des exercices de visualisation que j'ai vraiment conçus à travers l'œuvre de Rumi. Et puis de l'autre, il y a donc comme je vous le disais, des récits, des contes, des anecdotes, des histoires que Rumi raconte et qui ont plusieurs niveaux d'interprétation. Et là, on fera un travail, pour le coup, collectif, de voir comment chacun réagit en fait à l'histoire et qu'est-ce que ça lui dit à lui et comment il peut partager ce que ça lui dit avec les autres parce que l'expérience prouve que quand on raconte des contes spirituels conçus, racontés par des très grands maîtres, en réalité, ce sont des contes spirituels qui n'ont pas qu'une seule, même que 2 ou 3 significations et que finalement, ils ont autant de significations que d'auditeurs qui se mettent à leur écoute. Et à nouveau, ça, même dans mon enseignement universitaire, quand je lis une histoire de Rumi, par exemple, avec mes étudiants de master en persan, je me rends compte à quel point chacun des étudiants réagit différemment. Ils sont là pour acquérir une connaissance, mais c'est irrémédiablement
ils font une expérience spirituelle. Et quand ils la partagent avec les membres du séminaire, eh bien, d'un coup, ça éclaire de manière tout à fait nouvelle, y compris pour moi qui suis soi-disant spécialiste. Et encore, je vous dirais, en fait, est-ce qu'on peut vraiment être spécialiste de Rumi? Je ne sais pas. J'ai un peu, euh, je trouve toujours un peu étrange de dire qu'on est spécialiste de quelque chose qui est aussi immense, parce que l'œuvre de Rumi, c'est vraiment un océan. Et encore une fois, je pense que chacun est à sa manière spécialiste, puisque chacun sait exactement comment il réagit en écoutant une histoire, et que le maître, qu'était Rumi, savait que dans ces histoires, il y avait des trésors de sagesse qui sont encore à découvrir par ceux qui vont les entendre et les lire. Évidemment, je serai un peu votre guide, je vous donnerai des tenants et des aboutissants, je vous raconterai l'origine de ces histoires, etc. Mais au bout du compte, je vous inviterai en fait à comprendre pour vous-même ce que le conte est en train de vous dire. Et d'ailleurs, nous nous livrerons à quelques exercices de, qui sont pour le coup pas du tout philosophiques, puisque ce sont des exercices où on tire les augures dans les histoires de Rumi, et en fait, chacun tire une histoire, et cette histoire, elle est pour lui. Et donc, et très souvent, ça fait des résultats inattendus et très riches, y compris pour moi. Et j'espère donc pour tous ceux qui me feront la joie et le plaisir de venir donc partager ce que j'ai à partager avec vous et partager comment vous recevez vous-même l'œuvre de Rumi. Son grand opus magnum, enfin son opus magnum qui est le Masnavi, qui est une œuvre immense, vraiment océanique, commence par deux vers enfin, que je vais vous donner, puisque c'est une invitation à se mettre à l'écoute du chant de la flûte de roseau, puisqu'il se considérait lui-même comme une flûte de roseau à travers laquelle le souffle divin se faisait entendre. Et donc il dit, alors en persan, je vous ferai aussi quelques lectures en persan parce qu'il y a un effet très particulier du rythme poétique en persan. Donc بشنوین چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند. Donc, écoute la flûte de roseau, écoute sa plainte, des séparations, elle dit la complainte. Elle dit, depuis que de la roselière on m'a coupé, en écoutant mes cris, hommes et femmes ont pleuré. Pour dire la douleur du désir sans fin, il me faut des poitrines lacérées de chagrin. Il va continuer ainsi longtemps en nous disant, si tu viens avec le désir, je suis là pour étancher ce désir et je vais te montrer le chemin, les hauts et les bas de ce chemin, mais en même temps, je vais te dire à quel point c'est important de faire ce chemin et à quel point on est récompensé parce qu'au bout du chemin, on trouve en fait l'expérience de l'amour. Merci Lélie. Et donc, je vois qu'il y a une question de Maria, très active ce soir, qui nous dit bonsoir Lélie. Rumi et la spiritualité, est-ce une forme de croyance ou plutôt un mode de pensée? Eh bien, alors je dirais pas croyance, je dirais que c'est une foi très profonde dans l'idée que le divin, c'est le véritable bien-aimé et qu'il est à trouver en soi-même. Donc, c'est une foi extrêmement profonde et qui est évidemment, qui a comme résultat un système de pensée, puisque la foi de Rumi, elle est pensée dans les termes de la mystique persane. Donc c'est les deux, en fait, ce n'est pas contradictoire. Ça ne l'empêche pas de penser, mais à un moment donné, toujours à un moment donné, il laisse la pensée pour laisser le cœur s'épanouir. Oui. Et ça, tu avais, je me souviens, dans le webinaire que tu as fait sur Rumi, tu montrais le lien très profond entre le cœur et l'intelligence, en fait. Mm. Les deux ne sont pas séparés. Non, du tout. Chez Rumi, pas du tout. Et bon, bah écoute, alors, autre question. Bonsoir, puis-je soigner, donc Sophie, puis-je soigner mon âme en lisant Rumi? Alors, en tout cas, d'expérience, oui. Moi, j'ai soigné mon âme souvent en lisant Rumi. Et ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de partager ce type d'expérience. Parce qu'on peut le lire évidemment sans se soigner, parce qu'on
on le lirait de manière purement intellectuelle, mais si on le lit en vraiment ouvrant son cœur, il y a des antidotes pour toutes les maladies de l'âme dans l'œuvre de Rumi. Alors, question de Vinbin. Bonsoir Lélie. Quel rapport de Rumi avec l'islam? Ce que j'entends derrière, c'est est-ce qu'il est orthodoxe, contestataire, enfin, quelle est sa place dans l'islam? Alors là aussi, je vais vous donner peut-être mon point de vue personnel. Je pense que Rumi, c'est le véritable islam. Il est profondément musulman, mais le problème, c'est que les mots aujourd'hui sont piégés. Il est profondément musulman, il était sunnite, enfin tout à fait classique, il prêchait à la mosquée, il avait le droit de donner des décrets religieux parce qu'il avait fait le niveau d'études nécessaire, mais il considère que tout ça, ce n'est que la première marche dans le cheminement spirituel et que ce qui compte dans la révélation religieuse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas seulement dans l'islam, c'est sa dimension spirituelle. Alors on est né dans une culture, donc on est dans, voilà, dans une religion donnée, mais en réalité, ce n'est jamais qu'une culture, ce ne sont jamais que des instruments. Pour lui, l'essentiel, c'est la connexion de l'âme avec le bien-aimé divin, alors quelle que soit la langue qu'on emploie ou la religion que l'on a. Mais il était profondément musulman, simplement il était musulman dans le sens le plus spirituel du terme, et on en est réduit à presque utiliser peut-être un autre mot, tellement le mot est devenu chargé de la boue de ce monde. Hmm. Comment Rumi est-il perçu aujourd'hui par les musulmans? Ça dépend lesquels. Évidemment, par les musulmans, il est très bien perçu, parce qu'il est vraiment une voie spirituelle qui valorise en même temps, ce patrimoine. Mais par les islamistes, il est évidemment très mal perçu, parce que si on lit l'œuvre de Rumi, on ne peut y voir qu'une contradiction absolue et radicale avec la pensée, hem, violente, de tous les mouvements islamistes, quels qu'ils soient. D'ailleurs, je me souviens d'une citation de Rumi qui montre tout le caractère tout à fait universel de sa vision, où il dit: Je ne suis ni musulman, ni juif, ni chrétien, je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, je suis, je sais plus la fin, Je suis mais amant, je je suis suis l'amour. Ouais. seulement l'amant. Oui, Voilà, donc c'est la voie de l'amour, en fait, qui oui. transcende toutes les différences religieuses. Mm. Eh ben, merci beaucoup, Lélie. Et donc, je rappelle les dates, hein, c'est du 22. J'aurais dû prendre ça à côté de moi. C'est Euh, du 20 au 25 mai. ok, très bien. Merci infiniment. Et j'invite maintenant mon ami Ilios à nous rejoindre. Ilios, Il est-ce est que là. tu es là? Il est là. Il est là, Ilios. Bon, je sais que tu es un peu malade, donc merci beaucoup hein, d'être présent parmi nous ce soir, malgré voilà, la fatigue et la fièvre. Mais on va pas te prendre trop de temps, donc si tu peux juste nous dire en quelques minutes l'objet de ce séminaire que tu vas faire. Et puis, on t'a demandé si tu pouvais avoir la gentillesse de nous faire une petite méditation pour nous montrer un peu le type de méditation que tu feras de manière beaucoup plus longue, évidemment pendant ton séminaire. Alors, je rappelle, Io, juste que pendant qu'on voit Caroline qui est là, que je salue, que tu as créé l'association Émergence, justement, avec Caroline, que vous faites les journées d'émergence à Bruxelles depuis presque 10 ans, ça fait un bon moment. Plus. Plus que ça, où il y a 17e édition. combien? 17e. 17e édition, bah, tu vois, où il y a plus de 2 000 personnes rassemblées tout le week-end pour écouter des intervenants passionnants comme Mathieu Ricard, Christophe André et bien d'autres. Et puis, Frédéric Lenoir, parfois. oui, parfois. Et puis, j'ai le plaisir d'y participer en tout cas. Et puis, que tu es docteur en psychologie, que tu as écrit des ouvrages remarqués. Et ton dernier ouvrage, d'ailleurs, tu peux nous redire le titre? La sagesse des petits riens. Voilà, tout un programme, La sagesse des petits riens. J'aime beaucoup ton titre. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le faire parce que je trouve que c'est un très beau sujet. Et je te laisse parler de ton séminaire. Merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais j'aime beaucoup un personnage très connu du monde arabo-musulman qui s'appelle Nasreddin. Et la moitié du monde dit qu'il est fou, l'autre dit qu'il est sage. On raconte beaucoup d'histoires sur lui. Et on dit qu'un jour, il était batelier. Il avait une barque et faisait passer les gens d'une rive à l'autre d'une très large rivière. Et un jour, il prend comme passager un éminent érudit
Ils entament une conversation. À un moment donné, Nasreddin fait une grosse faute de grammaire. Il est un peu comme moi. L'érudit s'interrompt, jette un regard étonné sur Nasreddin et lui dit d'un ton un peu réprobateur, mais Nasreddin, tu n'as donc jamais appris la grammaire? Eh non, dit Nasreddin. Mais enfin, Nasreddin, dit l'érudit, tu as perdu la moitié de ta vie. Et Nasreddin continue de ramer, impassible. Et un peu plus loin, il se tourne vers l'érudit et l'interroge et lui dit, dites-moi, noble érudit, avez-vous appris à nager? Non, répond l'érudit. Eh bien, dans ce cas, dit Nasreddin, c'est toute votre vie que vous allez perdre, car le bateau est en train de couler. Alors pourquoi je vous raconte ça? Cette histoire, elle nous dit quoi? En tout cas, elle me dit quoi? Elle me dit que parfois la connaissance, se remplir de connaissances ou de savoir, ce n'est pas la même chose que la sagesse. On est à la maison des sagesses, non? Là où Tse disait, si vous voulez la connaissance, rajoutez quelque chose chaque jour. Si vous voulez la sagesse, enlevez quelque chose chaque jour. Et l'idée de cette différence entre un savoir purement théorique et mental et un savoir expérientiel, dans l'idée des philosophes, comme l'a dit Frédéric de la Grèce antique, c'est ce qui compte pour finir, c'est ce que l'on va vivre, non? Ce qui compte pour finir, c'est comment cette forme de philosophie pratique nous permet de vivre mieux notre vie. Sinon, à quoi ça sert? Je me souviens de ma fille un jour, elle devait avoir 6 7 ans, et elle apprend qu'il y a un conflit dans la belle famille. Et elle nous entend parler, ma compagne et moi. Et puis elle s'approche de moi, elle me dit, mais écoute papa, comme tu es psychologue, comme elle disait à l'époque, résous ce problème. Et moi, j'essaye d'esquiver un peu et de dire, oui, mais tu sais, c'est pas si facile, ça dépend si les gens sont d'accord de participer. Et elle m'interrompt tout court et elle me dit, papa, si ta psychologie ne permet pas de résoudre ce problème, c'est qu'elle ne sert à rien. Et c'était un peu dur, mais je trouve que c'était très juste. Au fond, nos pratiques contemplatives, philosophiques, si elles ne nous permettent pas de mieux vivre, d'aller vers la vie bonne, c'est qu'elles ne servent à rien. Et je pense que c'est tout là l'esprit de cette école des sagesses qu'a si joliment et justement mis en place Frédéric avec toute l'équipe. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de beau, c'est que quelle que soit la personne, hein, Maxime Revers à sa manière sur les interactions, un domaine qui me plaît beaucoup, Lélie sur la voie de l'amour, et puis on aura Mohamed Taleb tout à l'heure, encore autre chose. À chaque fois, on visite d'une autre manière cette magnifique art de vivre. Alors, avec moi, lors de cet atelier qui aura lieu du 6 au 11 mai, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est une promenade quelque part où on pourrait dire on va faire du jardinage ensemble. On pourrait dire que le sujet du moment qu'on va passer ensemble, la méditation comme art de vivre, c'est ça, c'est on va s'occuper d'une chose fondamentalement importante qui est notre attention et donc notre esprit. Et vous qui êtes assis et assise là, ou debout, je ne sais pas, hein, avec moi maintenant, que vous soyez en replay ou, ou- ou ce mercredi soir, euh, votre attention, elle est peut-être, pour le moment encore, qui sait, avec moi. C'est-à-dire que vos fesses sont quelque part et votre attention est avec. Ce qui est plutôt confortable. Mais très souvent dans la vie, qu'arrive-t-il? Il arrive que nos fesses soient quelque part et que notre attention soit ailleurs. Qu'elle se promène où ça, dans le passé, parfois dans les regrets, qu'elle se promène dans l'avenir, parfois dans l'anticipation, mais rarement vit-elle dans le présent, là où nous sommes, ce qui fait qu'il se crée une tension entre ce corps, hein, nous sommes des corps aussi, et notre esprit qui se balade toujours ailleurs, comme un singe qui saute de branche en branche, un singe agité, que nous ne connaissons pas et que nous ne savons pas comment apprivoiser. Et pourtant, cette attention est la ressource la plus importante de notre existence. Alors, évidemment, dans cette méditation comme art de vivre, on peut penser à une sagesse qui vient de 2500 ans, notre ami Gautama le Bouddha, qui nous avait trouvé cette magnifique perspective qui est comme celle d'un médecin. Comment fait-on pour vivre dans un monde où tout est souffrance? Mais cette question de cette contemplation ou philosophie comme art de vivre, elle va traverser les temps, bien sûr. On ne la trouve pas seulement, bien sûr, du temps de Gautama, mais on va la trouver, bien évidemment, chez les philosophes de la Grèce antique, pas seulement chez les stoïciens, bien sûr, comme Sénèque, comme Épictète, on va les trouver chez les épicuriens
mais on va les trouver dans toute une tradition humaniste de la philosophie, euh, dont certains philosophes dont on parlera pendant ce séminaire, que sont par exemple Montaigne, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, oui, tout de suite une petite citation de Montaigne, et puis je viendrai vraiment à vous dire comment se passera le séminaire. Montaigne, un philosophe très 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 intéressant. Pourquoi? Parce que dans un siècle à feu et à sang, un siècle où il y a la peste, un siècle où les guerres de religion voient s'entretuer des milliers de personnes, Montaigne est un philosophe qui commence sa vie extrêmement inquiet. Il pratique la philosophie, mais pour lui, justement, c'est une affaire quelque part non pas de vie pratique, mais intellectuelle, puisqu'il le dit, il reste inquiet, cela ne lui sert à rien. Et puis il va faire une expérience d'un accident très très grave, et de fréquenter la mort de si près. Il va non seulement perdre la peur de la mort, hein, en allant au plus près de la mort, il en perd la peur, mais il va développer son attention et développer cette magnifique philosophie humaniste que l'on pratique toujours aujourd'hui. Et Montaigne pratique la philosophie à la première personne, il est l'objet même de sa philosophie. Et c'est ce que nous ferons lors de ce séminaire. On va ouvrir un laboratoire, un incroyable laboratoire, où le laboratoire, entre nos deux oreilles, c'est nous, la scientifique, c'est nous, l'expérience, c'est nous, et peut-être quelques découvertes, ce sera encore nous. Et dans cette idée, on pourrait dire que des propositions de sagesse, hein, Frédéric en a partagé tellement, quelque part on peut les connaître, mais parfois elles sont comme un fruit dont quelqu'un nous parle, mais que nous n'avons jamais goûté. Alors imaginons que une docteure vous dise, et elle me dise, Ilios, écoute, ben oui, j'entends que parfois tu n'es pas aussi satisfait de ta vie que tu pourrais l'être. J'entends que parfois dans les grincements de l'existence, tu as du mal parfois à trouver ta place. J'entends que parfois tu es très préoccupé par différentes choses et qu'elles t'empêchent d'apprécier pleinement ta vie. Alors voilà, j'ai pour toi un médicament, cette mangue, que je ne connais pas évidemment. Prends-la et mange-la. Et moi, ce que j'ai longtemps fait, c'est que j'ai pris la mangue et que je l'ai déposée sur ma table de nuit pour évidemment aller dire après à la médecin, écoute, ton truc ne marche pas. Mais le seul moyen de savoir quel est le goût de la mangue et si elle est bonne pour nous, c'est de mordre dedans, non? Hein, de mordre dans la mangue, vraiment savourer le goût qu'elle a. Et puis, il faut que j'y morde régulièrement, une pratique, pour que je puisse savoir si cette mangue-là, elle a un effet positif sur mon existence. D'où l'idée d'une pratique au quotidien, peut-être, une pratique philosophique, une pratique contemplative. Et évidemment, ce qui va avec, c'est notre quotidien comme pratique. Notre vie, c'est le quotidien, c'est le laboratoire, et donc quel endroit plus juste, plus beau que pour pouvoir s'entraîner. Et donc pendant cette semaine du 6 au 11 mai, c'est ce qu'on fera. On va aller découvrir le jardin intérieur. Vous le connaissiez déjà, évidemment. On a ce jardin intérieur, un peu comme le jardin d'Épicure. Et ensemble, on va aller chacune jardiner. Ensemble, et en même temps chacun et chacune, puisque bien sûr qu'on peut apprendre les unes des autres de différentes manières de jardiner, mais chacune d'entre nous, il n'y a que nous qui pouvons aller dans notre propre jardin. Et donc voilà ce que sera notre aventure, ce labo, ce jardin, et en même temps plein de beaux moments de contemplation, puisque comme dit notre ami André Consponville, méditer, c'est ne rien faire, mais à fond. Et c'est ce qu'on fera ensemble. Merci Ilios. Tu veux bien nous faire un petit exercice de méditation en 2 minutes? Oui, alors pour l'introduire, en 10 secondes, pour donner une idée, donc on fera beaucoup de liens entre philo et expérience. Chaque fois, on verra des thèmes et on va les expérimenter. Souvent, on expérimentera avant. Et ici, il y a un des grands thèmes de la philosophie qu'on trouve chez pratiquement tous les philosophes, hein, que ce soit Rousseau ou Héraclite, c'est celui de l'impermanence, et donc qui est que tout change tout le temps. C'est un des grands thèmes qu'on trouve dans la tradition bouddhiste, puisque dans ce qu'on appelle les trois marques de l'existence, on a cette fameuse impermanence, hein. Rousseau disait, tout est flux continuel sur la Terre, rien n'est garde une forme constante. Et ce que je vous propose, c'est juste en quelques tout petits instants d'expérimenter ce que c'est cette impermanence, que tout change tout le temps. Et donc pour ça,
euh, rien de plus simple, hein. Rien de plus simple et difficile que pratiquer. Et donc le début, ça serait de constater où nous sommes. Peut-être que si nous sommes assises, le contact de nos fesses, une chaise, un coussin, un tapis, un matelas, et constater le poids de notre corps, cette pression. Si nos pieds touchent quelque chose, constatez la zone de contact que touchent nos pieds. C'est quoi cette sensation? Qu'est-ce que nos mains touchent peut-être? Quel est le poids de nos mains? La température dans nos mains? Nous sommes aussi ce corps, sentir ce corps, être posé, déposé. Et puis, il y a ce fantastique petit baromètre qui nous permet de connaître la météorologie intérieure, c'est notre respiration, notre propre souffle. Et l'invitation, ce serait de tourner notre regard vers les sensations de notre respiration, de sentir l'air qui rentre à l'inspiration et l'air qui ressort à l'expiration. Et je nous proposerai une attention particulière qui est, est-ce que je peux sentir le mouvement de mon inspiration, les sensations de l'air qui me remplit, et puis être très attentive aux petits moments de transition, de bascule, au bout de mon inspiration. Il y a cette bascule vers l'expiration. Attentive à mon expiration, tout au bout de mon expiration, la petite bascule vers l'inspiration. Et par cette attention si simple à ce mouvement ordinaire et pourtant vital de notre souffle, nous constatons peut-être dans l'expérience plusieurs choses. Notre humeur, notre état change et continuellement notre respiration change. Jamais nous ne pouvons reprendre cette inspiration-ci. Elle est unique. Cette simple attention, tiens, cette fraîcheur unique de cette inspiration-ci. Et même chose pour cette expiration-là. Un autre élément que nous pouvons peut-être expérimenter, c'est que ne nous est-il pas nécessaire de laisser aller l'expiration, vraiment la laisser aller jusqu'au bout, si nous voulons nous ouvrir à l'inspiration. Imaginons que je me dise, Ilios se dise, mais non, je refuse d'expirer. Ah non, vraiment pas, je ne vais pas lâcher ça. Comment pourrais-je imaginer avoir cette inspiration si nourrissante, si je ne peux pas à un moment laisser aller cette expiration là aussi? Ce mouvement tout simple, hein, donner, recevoir, accueillir, laisser aller. Et hop, c'est à la voix de Frédéric maintenant. Merci beaucoup, Ilios. Je tiens à rappeler que cette dimension de l'attention qui peut, des fois, peut-être perturber un petit peu des personnes qui nous suivent, qui sont férus de philosophie, qui peuvent se dire, mais quel rapport entre la méditation, l'attention et la philosophie? Déjà, tu as très bien rappelé, Ilios, que, comme le disait Montaigne, hein, je compense la brièveté de cette existence par l'intensité que je mets dans chaque chose que je fais. Quand je dors, je dors. Quand je danse. Quand je mange, je mange. Et donc, cette pratique de l'attention est très, très importante chez beaucoup de philosophes. On retrouve la même chose, évidemment, beaucoup de philosophes grecs.
et ce qu'on appelait les exercices spirituels de l'Antiquité sont toujours fondés sur l'attention, la capacité d'être présent et attentif à ce qu'on fait. Et on retrouve le célèbre Carpe diem, hein, vis chaque jour, cueille chaque jour, avec attention et présence. Donc c'est très important de rappeler de l'importance du corps et de l'attention, de la présence lorsque on veut faire de la philosophie comme un art de vivre. Tu l'as très très bien rappelé. Et alors je vois qu'il n'y a pas de questions, mais il y a des éloges. Alors je te le dis quand même, ça va t'aider à guérir plus vite. Maria, bonsoir Ilios, j'adore votre façon de nous parler de sagesse, bien plus que la simple méditation que je n'arrive pas à dompter. Vous êtes un vrai plaisir pour l'âme, vous êtes un excellent conteur. Et Sophie nous dit un grand merci, un immense merci pour ce moment de méditation. Voilà, donc merci, gratitude. Frédéric, juste Oui, une... Merci beaucoup, pardon. Je voudrais peut-être préciser une toute petite chose, si je peux. oui, bien sûr. Oui. Il y a bien sûr l'art de l'attention dont tu as parlé, mais lors de ce séminaire, on ira visiter aussi d'autres domaines. Il y a celui de mieux vivre avec nos émotions, hein. C'est aussi une grande partie et de la philosophie et de l'art de l'attention. Qu'est-ce que je fais de ces vents intérieurs, de cette météorologie intérieure qui est parfois difficile à apprivoiser? Il y a bien sûr la question de tout ce qui me traverse dans la tête, ces pensées qui parfois me pourrissent l'existence, hein, notre mental, notre esprit qui peut être notre meilleur ami, notre pire ennemi. Et donc, qu'est-ce que je fais de ces pensées-là? Et puis, il y a cette question aussi de la boussole de l'action. C'est quoi le lien entre tout cela et une forme d'action juste, hein, comme le disait le Bouddha? Donc, comment est-ce que je peux mieux comprendre le lien entre les vents et les mouvements de mes émotions, mes pensées, mon attention, et puis cette boussole de l'action qui m'amène à agir de manière plus juste pour le beau, le bon, le vrai peut-être. Voilà, Tout voilà. à fait. Merci beaucoup, Ilios, et au plaisir de te retrouver donc au domaine de Savena pour ce séminaire sur la méditation comme art de vivre. Alors maintenant, avant de que je vous présente moi-même le propre séminaire que je donnerai également à Savena, je voudrais donner la parole à Mohamed Taleb. Alors Mohamed Taleb, c'est un ami de longue date, ça fait plus de 30 ans que nous nous connaissons. Mohamed Taleb est un écrivain et philosophe algérien qui a écrit de nombreux ouvrages, de nombreux articles, qui connaît beaucoup de choses. C'est un puits de sang, un puits de science. Et donc, je fais parfois appel à lui pour lorsque j'ai vraiment un problème difficile à résoudre dans l'écriture d'un livre, notamment. Et parmi les nombreux échanges que j'ai eus avec Mohamed depuis 30 ans, il m'a beaucoup parlé de Plotin, du néoplatonisme, et ça m'a toujours passionné. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire, si ce n'est pas le cas, à l'école de philo pour suivre ces deux webinaires qui vont avoir lieu demain et jeudi de la semaine suivante. Donc, je crois que ce sera le 3 et le 10 avril, parce que vous verrez à quel point c'est un sujet passionnant qui touche à beaucoup de choses. Et Mohamed était vraiment des meilleurs spécialistes de cette question-là. Vous pouvez tout à fait, même si vous n'êtes pas abonné à l'école de philo, vous pouvez tout à fait acheter, vous inscrire pour un webinaire ou deux webinaires. Mais vous verrez que c'est passionnant. Puis si vous avez été encore plus passionné, eh bien vous pourrez aussi vous rendre sur le site de la Maison des Sagesses parce que nous prévoyons de faire un séminaire avec Mohamed sur ce sujet. Et donc, pour l'instant, nous avons simplement ouvert les inscriptions sans date et sans lieu, c'est-à-dire que c'est simplement une intention. Si vous êtes intéressé par le sujet, eh bien, vous pourrez envoyer un mail, vous suivez tout ça, vous allez sur le projet de séminaire de Mohamed qui est indiqué, et puis vous cliquez, vous envoyez un mail en disant je suis intéressé pour avoir des informations sur le séminaire. Et quand nous aurons suffisamment de personnes intéressées, eh bien, nous programmons ce séminaire avec une date, un lieu et un prix. Donc vous aurez toutes les informations. Mais dans l'immédiat, Mohamed, je te laisse parler en une dizaine de minutes, nous présenter ton séminaire. Eh bien, merci Frédéric pour cette invitation à intervenir dans le cadre de l'école de philo. Effectivement, demain et jeudi prochain, nous allons parler euh, du néoplatonisme. Alors, le souci avec ce mot-là, c'est il est pas très poétique. C'est un mot tout à fait contemporain. Le terme de néoplatonisme remonte au 19e siècle, mais derrière ce mot qui n'est pas très beau, et derrière le isme hein, qui le détermine, nous avons affaire
a une formidable école de pensée. Cette école de pensée a au moins 2000 ans, en réalité beaucoup plus, et c'est une école de pensée qui va euh, apporter une contribution décisive à la pensée, mais pas seulement à la pensée. Vous allez voir les autres domaines qu'elle va fertiliser. Donc c'est une école de pensée qui va contribuer à intensifier la vie culturelle, la vie sociale, la vie politique, la vie artistique de tout l'ensemble euro-méditerranéen, et cela depuis le IIIe siècle euh, au moins. Le néoplatonisme, son point de départ, c'est Plotin, un immense philosophe qui a vécu d'abord en Égypte, à Alexandrie, puis ensuite à Rome. Le néoplatonisme, on peut l'envisager comme s'il était un organisme vivant. Un organisme vivant. Et je vous propose demain et la semaine prochaine d'entrer dans cet organisme, de l'explorer philosophiquement. Alors, philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot a souvent été utilisé depuis le début de cette séance. Moi, j'entends la philosophie au sens, je dirais, presque académique du terme. Qu'est-ce qu'il y a dans la philosophie? Eh bien, dans la philosophie, on a tout un ensemble de disciplines et on va utiliser chacune de ces disciplines comme porte d'entrée. L'une des disciplines de la philosophie, c'est l'éthique. L'objet de l'éthique, ce sont les valeurs. Et donc, nous allons aller à la rencontre du néoplatonisme du point de vue des valeurs. Nous allons mettre en évidence les valeurs fondatrices. Il s'agit là des trois grandes valeurs de la sagesse grecque, le bien, le beau, le vrai. Tout cela lié à une autre valeur qui est la justesse intérieure. Et puis, il y a également des valeurs qui accompagnent la vie spirituelle, qui n'est pas autre chose que la vie philosophique. Dans la philosophie, il y a également un département qui m'intéresse énormément et sur lequel je vais insister notamment demain, et qui est l'épistémologie. Alors, à la différence de l'éthique, la fonction de l'épistémologie, c'est de poser les questions suivantes. Comment la connaissance du monde, de soi, de l'autre, comment la connaissance émerge? Comment naissent les concepts? Quelles sont les méthodes qui nous permettent d'aller à raisonner le réel? Et on verra que le néoplatonisme a proposé une méthodologie tout à fait particulière. Et dans cette méthodologie, ce qui compte, ce n'est pas l'objet, c'est le lien. Et un grand néoplatonicien de la Renaissance, je pense au médecin alchimiste Paracels, qui parlait de la doctrine des correspondances. Être attentif aux liens, aux rapports, aux affinités électives, eh bien, c'est justement l'un des grands motifs de la démarche néoplatonicienne. Donc, on va aborder le néoplatonisme à travers ces différentes portes d'entrée. Alors, bien évidemment, en philosophie, vous avez un secteur important qui est l'histoire de la philosophie. Et en abordant le néoplatonisme du point de vue de son histoire, nous allons tout simplement toucher du doigt une fantastique aventure qui dure depuis le IIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui va tout simplement de Plotin jusqu'à Pierre Hadot. Alors pourquoi je parle de Pierre Hadot? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est l'un des tout premiers philosophes européens à avoir proposé une lecture de la philosophie, et là je reprends les mots de Frédéric, comme étant un art de vivre, une manière de vivre. Et c'est Pierre Hadot qui, le premier, nous dit que la philosophie, ce n'est pas un savoir scolaire, c'est une discipline intérieure qui se pratique notamment à travers des exercices spirituels. Et j'ai eu l'honneur et la joie et le plaisir de rencontrer
Pierre Hadot il y a une vingtaine d'années, et lors de l'une de ces rencontres, c'était au Collège de France, euh, nous parlions donc de toutes ces histoires, et il m'a donné un tiré à part, voilà, que je garde précieusement dans ma bibliothèque. Vous voyez le titre, L'apport du néoplatonisme à la philosophie de la nature en Occident. L'apport du néoplatonisme. Parce que Pierre Hadot était néoplatonicien. Pierre Hadot est l'un des plus grands lecteurs de Plotin, et j'aurai l'occasion d'évoquer les grandes études sur Plotin que Pierre Hadot a produit, euh, notamment cet ouvrage euh, voilà, qui s'appelle voilà, Plotin et la simplicité du regard. Et Pierre Hadot est quelqu'un d'important parce que c'est l'un des guides dans l'histoire du néoplatonisme. Parce que pour Pierre Hadot, le néoplatonisme, il va de Plotin jusqu'à Goethe, jusqu'au romantisme. En réalité, le néoplatonisme se prolonge après le romantisme jusqu'à la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, jusqu'au mouvement contestataire dans les États-Unis dans les années 60, ce qu'on a appelé la contre-culture, et qui va donner naissance à ces écoles comme la psychologie archétypale de James Hillman ou l'éco-psychologie de Théodore Roszak. Il y a donc une continuité, un continuum du néoplatonisme. Alors, si je voulais résumer les deux pôles de ces deux cours, demain soir et jeudi soir, demain soir, nous allons aborder le néoplatonisme du point de vue d'une relative stabilité, c'est-à-dire quelles sont les fondations du néoplatonisme, quelles sont ses orientations axiales. Et nous allons parler de l'âme du monde, et nous allons surtout parler de l'intellect. Et là, il y a un immense travail qui sera à faire, travail, je dirais, presque intime, personnel, c'est le désapprentissage. Il s'agit de désapprendre quoi? Eh bien, tout simplement que l'intellect n'est pas ce que l'on croit. L'intellect n'a strictement rien à voir avec tous les mots qu'on lui colle comme raison, rationalité, conceptuel, mental, tête. Avec ces associations-là, on perd de vue ce que c'est que l'intellect, et donc on est incapable d'entrer dans le néoplatonisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éprouver la vérité et la sagesse de Maître Eckhart, d'Avicenne, d'Ibn Arabi, des alchimistes, de Kepler, de Newton, d'Hildegard de Bingen un petit peu avant, jusqu'à Carl Gustav Jung également. L'intellect, dans le néoplatonisme, ce n'est pas la raison. L'intellect, c'est tout simplement la première émanation, c'est le premier surgissement de ce que Plotin appelle l'un. L'un, c'est le principe ineffable. L'un, c'est la source indicible. On l'associera à Dieu, à l'absolu, à la réalité ultime. L'un, on ne peut rien en dire. De l'un, Plotin nous dit qu'il y a ensuite l'intellect. L'intellect, c'est la pensée pure. L'intellect, c'est le monde des archétypes. Et à partir de l'un, vous avez l'âme, la grande âme. Et Platon, dans un traité dont je parlerai demain, qui s'appelle le Timée, Platon nous parle de l'âme, l'âme universelle, l'âme du tout, et il nous dit que c'est l'âme qui va organiser le passage du chaos au cosmos. C'est l'âme qui est la grande ordonnatrice. Et l'âme va construire le monde sensible, la réalité physique dans laquelle nous sommes, par le biais des quatre éléments. L'un, l'intellect, l'âme du monde, les quatre éléments, la réalité sensible, tout ce mouvement, les néoplatoniciens l'appellent la procession. Et puis, comme dans toute
art de vivre. Vivre, c'est respirer. Et dans la respiration, il y a deux temps. Eh bien, il y a un deuxième temps qui est ce que Plotin appelle la conversion. C'est le retour à l'âme. Passer de la réalité sensible à l'âme, unifier l'âme vers l'intellect et par l'intellect, retourner à l'un. Cette respiration universelle qui va de l'un vers la matière, nous la retrouvons dans un nombre fantastique d'écoles de pensée, de sciences, de traditions artistiques. On verra que Jung, ou bien les artistes de la Renaissance italienne, Botticelli, on verra que les alchimistes de la Renaissance, ou bien les théologiens mystiques de l'islam, les théologiens mystiques du judaïsme, les théologiens mystiques du christianisme, sans parler de tout le mouvement contemporain de ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes scientifiques, jusqu'à la psychologie contemporaine. Eh bien là, on a le deuxième pôle, qui est ce que j'appelle l'essentielle mobilité. Et le néoplatonisme, ce n'est pas simplement un socle homogène, c'est également une école qui va fertiliser tous les champs de connaissances, tous les champs de savoir et aussi tous les champs de pratique. Et on verra, ce sera la finale jeudi prochain, on verra notamment comment le néoplatonisme pose la question du politique, pose la question du dépassement du développement personnel, parce que ces histoires d'âme et d'intellect, ce ne sont pas simplement des réalités à vivre en soi, ce sont des réalités aussi à incarner dans la cité. Et c'est toute la bataille contemporaine pour le bien commun, c'est toute la bataille contemporaine pour ce qu'on appelait à une époque les humanités. Et bien en fait, je voudrais dédier ces deux cours au bien commun et aux humanités. Et il se trouve que le néoplatonisme, vous le verrez, est une occasion en or pour à la fois trouver le chemin de la culture générale, éclairer ce qui peut se jouer en nous et aussi apporter des éclairages sur le climat anxiogène dans lequel nous sommes. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Alors justement, il y a une question de Maria qui rejoint ce que tu viens de dire. Bonsoir, Mohamed. Actuellement, la philo ancienne néoplatonisme est-elle un vrai plus pour appréhender tous les mots contemporains? Y a-t-il une approche de philo plus appropriée qu'une autre à notre mode contemporain? Les valeurs antiques sont-elles toujours bonnes au vu de notre monde avec toutes les technologies inconnues des temps antiques? Que penserait-il aujourd'hui? Alors, je te demande de Ben répondre oui, assez brièvement parce que je sais que tu pourrais passer une heure là-dessus. je prends un seul exemple. Un seul exemple. Un grand néoplatonicien contemporain, il est mort en 2011, s'appelle Théodore Roszak. Il a été la principale figure intellectuelle du mouvement de la contre-culture aux États-Unis dans les années 60. C'est lui qui a popularisé le terme de contre-culture en 1968. Théodore Roszak a écrit un roman qui s'appelle Puce. C'est le titre en français de ce livre. Puce, Bug en anglais. Et Théodore Roszak, qui va fonder l'écopsychologie à partir du néoplatonisme, eh bien, dans ce petit roman, nous parle non pas d'un crack alimentaire, comme quand dans un pays on a une disette, ce n'est pas non plus un accident nucléaire, ce n'est pas l'objet de son roman, il nous parle de l'effondrement de la civilisation informatique. Le roman date des années 70. À l'époque, il n'y avait pas Internet. À l'époque, il n'y avait pas le cyberespace. À l'époque, il n'y avait pas la déferlante des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce roman, il décrit le monde d'aujourd'hui et il décrit l'effondrement. Eh bien, c'est un tout petit exemple pour dire que dans le néoplatonisme, on a un organe de l'âme qui est fondamental, qui est celui de l'imagination créatrice, que l'on va retrouver chez Paracelse et chez Jung. Et à travers l'imagination créatrice, les néoplatoniciens nous disent l'état du monde. C'est quand même pas pour rien que ce sont eux les premiers qui ont mis le doigt sur ce que Max Weber a appelé le désenchantement du monde. Ce sont les néoplatoniciens en Allemagne, les romantiques, qui les premiers vont dire
Regardez la nouvelle civilisation, elle dépoétise le monde. On passe du poétique au prosaïque, on passe de la sagesse à l'utilitarisme. Ce sont les néoplatoniciens de notre époque qui ont les premiers été les lanceurs d'alerte. Alors, Vinbin nous demande, est-ce que le néoplatonisme est aussi utile devant le fanatisme meurtrier, qui est une autre sujet d'inquiétude aujourd'hui de notre époque? Le néoplatonisme est né en Grèce et en Méditerranée au IIIe et au IVe siècle, et il va fertiliser l'islam, le judaïsme et le christianisme. Ce qu'on appelle la théologie mystique dans le christianisme, c'est du néoplatonisme qui va de Denis jusqu'à Maître Eckhart. Ce qu'on appelle la grande tradition du tassaouf en islam, le soufisme, nous vient en grande partie du néoplatonisme qui va passer dans le monde arabe par le biais des traductions à Damas et à Bagdad et en Espagne. Et la grande école de la mystique juive, la Kabbale, c'est tout simplement le néoplatonisme du judaïsme du XIIe siècle. Donc, si on veut parler d'un garde-fou face au fanatisme, c'est le néoplatonisme, et cela d'autant plus que les néoplatoniciens ont inventé les premiers, Plotin en particulier, une théologie exceptionnelle qu'on appelle la théologie négative, la théologie apophatique. Et que nous dit cette théologie? Elle nous dit, de l'essence de Dieu, on ne peut rien dire. Aucune voix religieuse, aucun discours, aucun groupe ne peut mettre le grappin sur l'essence du divin. L'essence du divin demeure hors de portée de tous les discours. Et c'est justement cette théologie négative qui permet le véritable dialogue des convictions, des traditions, des spiritualités, parce que là, il y a un principe d'égalité. Et le néoplatonisme, depuis ses origines jusqu'à nos jours, est un immense mouvement de dialogue inter- et transculturel et transreligieux. En ce sens, Ibn Arabi, Maître Eckhart, Plotin, Michael Mayer, jusqu'à Pirado, Gibran également, Hildegard de Bingen, les Béguines en Belgique, font partie de la même famille d'esprit. On est là aux antipodes de tous les fanatismes qui peuvent polluer et la psyché et la cité. Alors, il y a beaucoup de questions. Je t'en donne une dernière et je vous invite plutôt à suivre évidemment ces deux cours qui vont être passionnants et à garder toutes vos questions où vous aurez beaucoup plus de temps pour en parler puisque les cours durent 1 heure avec une demi-heure d'échange en direct. Donc demain et puis jeudi 10. Une toute dernière question et je te demanderai vraiment de répondre assez vite, mais elle est quand même fondamentale et je pense que beaucoup de gens se la posent ce soir. Qui était Plotin? Peut-il être considéré comme un philosophe ou un mystique? Je vais commencer demain matin par ça. En fait, c'est un philosophe, mais à condition qu'on entende ce que c'est que la philosophie, ce n'est pas un savoir scolaire. La philosophie, ce n'est pas les cours de philosophie de terminale. Donc il faut en finir avec ça. C'est pour ça qu'en fait, le néoplatonisme appelle à un désapprentissage. Le néoplatonisme d'aujourd'hui. Un désapprentissage, c'est faire de la philosophie tout simplement l'amitié de la sagesse. Philosophia, l'amitié de la sagesse. La philosophie, ce n'est pas autre chose que l'amitié de la sagesse. Philae Sophia. À partir de là, Plotin est un immense philosophe. Et il est vrai que, au sein du néoplatonisme, il a incarné une sensibilité psychomystique. Il y a d'autres sensibilités qui ne sont pas psychomystiques, qui sont plutôt sociopolitiques, qui sont écologiques, qui sont cosmologiques, qui sont moins intimistes comme Plotin, qui sont plus en lien avec l'harmonie du monde, du cosmos, de la nature vivante, des 4 éléments. On verra demain la diversité interne au néoplatonisme. Donc Plotin est à la fois un philosophe et un mystique. Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Mohamed. Il y a beaucoup de messages, hein, de remerciements. Anita, bravo à chacun des intervenants. Merci pour vos présentations.
Il y a également Catherine, merci pour ce webinaire passionnant, etc. Donc il y a beaucoup de remerciements. Donc merci Mohamed. Et puis donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez le retrouver demain. Inscrivez-vous dès ce soir ou dans la journée demain pour ton premier cours sur Plotin néoplatonisme. Et puis si vous êtes encore plus intéressé, allez voir pour une inscription pour un projet de séminaire à la Maison des Sagesses, parce que ça mérite aussi d'y passer une petite semaine, tellement il y a de choses à dire, à comprendre et à pratiquer. Merci Mohamed. Alors je vais terminer. Merci beaucoup. euh, Merci beaucoup. Je vais terminer en quelques minutes, je vais être assez bref pour vous parler de mon propre séminaire et tu m'as tendu une magnifique perche en parlant de la sagesse, puisque mon séminaire portera sur les 5 piliers de la sagesse. Donc il aura lieu en fait fin mai, début juin. J'ai déjà un séminaire qui est complet début avril et j'en fais un autre. Je crois qu'il reste 2 places. Donc si vous êtes intéressé, il faut effectivement aller assez vite pour fin mai, début juin sur le thème des 5 piliers de la sagesse. Alors, j'en ai pris 5, j'aurais pu en prendre plus, mais je trouve qu'il y a des fondamentaux qu'on retrouve absolument partout dans les grands courants de sagesse du monde, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, puisque vous savez que c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on a un caractère universel de la sagesse et de la spiritualité et de la philosophie. D'ailleurs, dans cette dimension profonde, il y a vraiment un caractère universel et on va retrouver dans différentes cultures des choses communes qui sont fondamentales. Alors, parmi ces choses communes, déjà, je définirais ce que c'est que la sagesse comme un chemin. Nous cheminons, nous grandissons. Tout à l'heure, Mohamed parlait d'un retour, d'une conversion. Pirado parle d'une conversion philosophique. Donc, la sagesse, c'est déjà un désir de grandir en sagesse, de grandir en connaissance, de grandir en amour, et donc de se transformer, de s'améliorer. Donc, la sagesse a une dimension, je dirais, pratique qui fait que c'est pas juste de la connaissance théorique, c'est un chemin qui nous amène vers un progrès, vers une amélioration de soi, vers une transformation de soi, et c'est un chemin qui peut conduire aussi à une dimension contemplative. Donc nous aborderons cette dimension de la sagesse comme chemin et nous verrons qu'il y a différentes expériences qui sont fondamentales pour pouvoir mener ce chemin le mieux possible, et notamment la connaissance de soi, c'est-à-dire le travail de connaissance qui fait que nous allons faire de l'introspection, nous allons apprendre à essayer de découvrir comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne notre esprit, notre cœur, notre imaginaire, que notre corps, comment tout ça est en lien. Mohamed rappelait l'importance de l'imaginaire tout à l'heure, qui est très important dans le platonisme. Et donc, il s'agit de découvrir toutes les fonctions fondamentales de l'être humain, toutes ces dimensions plutôt fondamentales, et comment elles cohabitent entre elles pour nous aider à grandir en sagesse. Donc, nous parlerons du corps, de l'imaginaire, de l'esprit, du corps, de l'âme, etc. Enfin, toutes ces mots-là seront revisités pour comprendre comment et par quel véhicule nous allons grandir en sagesse, et notamment la connaissance de soi, qui est un élément fondamental. Et puis nous allons parler de l'amour et de la compassion, qui est en grande partie fondée dans les courants de sagesse sur l'unité du monde. Cette idée que tout est relié, et ça c'est aussi un grand thème du néoplatonisme et qui existe évidemment dans d'autres courants de sagesse, notamment je pense au bouddhisme, qui nous dit que tous les phénomènes sont interdépendants. Je pense au stoïcisme qui nous dit que le cosmos est un grand organisme vivant et que le logos qui a ordonné le cosmos a fait que toutes choses sont interdépendantes les unes des autres et que si nous agissons, eh bien, nous avons un impact sur le tout. Et donc, cette conception de la partie du tout et de l'interaction de tout ce qui existe est essentielle à conscientiser et ça nous incite à être dans une relation bienveillante, dans une relation de respect, dans une relation d'amour et de compassion envers tout ce qui existe et envers notamment tous les êtres vivants. Et puis nous parlerons de la liberté. Nous verrons combien la liberté, aujourd'hui concept galvaudé, qui est beaucoup utilisé en termes de j'ai envie de faire ce que je veux, donc je suis libre. Eh bien, nous verrons que les grands courants de sagesse du monde nous rappellent que la liberté, elle commence à l'intérieur de soi, dans la capacité de maîtriser ses émotions, ses pulsions, ses désirs, et de savoir bien les orienter en vue à la fois évidemment d'une progression spirituelle, mais aussi en vue du bien commun et combien nous avons besoin pour être vraiment libres de passer, comme le dit Spinoza, de l'esclavage des passions à la liberté intérieure qui nous permet d'agir de manière juste et de manière bonne.
Et puis nous parlerons de l'équilibre des vertus. On retrouve dans tous les grands courants de sagesse cette idée qu'il s'agit de sortir des excès, de sortir de tous ces excès que Aristote décrit comme des vices, c'est-à-dire des extrêmes en fait. Par exemple, il va nous dire que la lâcheté est un extrême qu'il faut éviter, mais la témérité aussi. Parce qu'on ne va pas risquer sa vie des fois pour des choses qui n'en valent pas la peine, et que le courage, c'est un juste milieu entre ces deux extrêmes et qu'il faut donc choisir la voie du juste milieu qui va nous permettre d'acquérir une vertu, c'est-à-dire un pli de l'âme durable qui va nous permettre de mener une vie heureuse, une vie bonne, une vie aussi au service du bien commun. Nous étudierons les grandes vertus. Vous savez que j'ai un ami, André Conspoville, qui a écrit un livre, Le Petit Traité des grandes vertus, qui est passionnant, et nous passerons en revue un certain nombre de vertus, et nous verrons comment elles sont considérées dans différents courants de sagesse. Et puis nous terminerons sur cette idée fondamentale que l'on retrouve aussi presque partout, qui est celle de l'acceptation. Et quand je parle de l'acceptation, je veux dire au fond déjà cette confiance fondamentale dans la vie, dans le tout, peut-être des fois lorsqu'il est nommé dans le divin, qui fait que nous pouvons comprendre qu'au fond, il y a à travers des épreuves que nous n'avons pas choisies, que nous ne pouvons pas changer, peut-être une leçon à retirer, quelque chose à comprendre, qui nous fait progresser, qui nous fait grandir, qui change notre regard et qui peut nous permettre d'évoluer. Et donc là, on partira de la définition très juste qu'en donne Épictète, hein. Il faut distinguer ce qui dépend de moi de ce qui dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, je peux tout faire pour le faire évoluer, changer, mais lorsque quelque chose ne dépend pas de moi, ce qu'il appelle le destin, un événement du destin, que je ne peux pas changer, eh bien, il faut changer son regard sur l'événement pour ne pas le percevoir comme quelque chose de négatif, puisqu'il peut y avoir dans tout événement, entre guillemets, que nous ne pouvons pas changer, quelque chose aussi qui peut nous faire évoluer, qui peut nous faire comprendre quelque chose ou que nous ne comprenons pas, mais qui peut avoir du sens à un autre niveau. Et donc, nous verrons combien la dimension d'acceptation qu'on appelle aujourd'hui le lâcher-prise, il y a plein de noms que nous évoquerons parce que ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Elle est fondamentale et qu'elle est présente dans tous les grands courants spirituels et philosophiques de sagesse. Et nous verrons que cette acceptation, ce n'est pas de la résignation et que nous distinguerons la différence entre résignation qui consiste à subir sa vie, à subir des événements que nous n'avons pas choisis qui peuvent être douloureux, et l'acceptation qui consiste au contraire à adhérer avec amour à quelque chose qui nous dépasse, qui est peut-être parfois un obstacle, mais qui va nous permettre de grandir. Donc voilà, nous verrons en 5 jours tous ces grands thèmes, nous les visiterons, nous ferons des ateliers pratiques. Par exemple, je vous poserai la question à propos d'Épictète, bah, essayez de voir chacun d'entre vous ce qui dépend de vous, de ce qui ne dépend pas de vous. Comment vous définiriez ce qui dépend de vous, ce qui ne dépend pas de vous? C'est vrai que c'est pas si simple et que le seuil n'est pas facile à établir. Donc, nous ferons des exercices pratiques et nous promènerons aussi dans le domaine de Savena pour pouvoir méditer, ressentir, être en communion avec la beauté du monde, avec la nature. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet endroit. C'est un endroit extrêmement beau avec des arbres centenaires, une petite rivière, etc. Et donc, nous essayerons d'incarner cette sagesse aussi dans cette dimension contemplative de la nature, en lien, comme le disait Mohamed, en lien les uns avec les autres et en lien avec le monde, avec la nature. Voilà, donc je crois que nous avons fait le tour de ce que nous voulions vous dire ce soir. Et je vous remercie beaucoup. Donc, je vous rappelle les grands rendez-vous. Demain, l'école de philo, le cours de Mohamed Taleb sur Plotin néoplatonisme, avec le deuxième cours jeudi en 8, donc le 10 avril. Et puis, eh bien, les séminaires vont démarrer au domaine de Savena en avril et en mai. Donc, il y a 6 séminaires qui sont programmés. Vous pouvez trouver tout ça sur le site La Maison des Sagesses. Donc vous allez sur lamaisondesagesses.com et vous allez dans l'onglet séminaire si vous voulez vous inscrire à un séminaire. Et vous allez dans l'onglet l'école de philo si vous voulez vous inscrire à un webinaire. Et notamment pour le webinaire de demain, vous allez dans l'onglet école de philo, l'agenda et vous choisissez le cours de demain, Mohamed Taleb. Et puis à ce moment-là, vous pouvez acheter à l'unité ou vous abonner. Les prix sont évidemment beaucoup moins chers si vous abonnez, mais ça reste très raisonnable de toute façon. Et donc, vous pouvez vous inscrire à ce cours de Mohamed. Merci à toutes et à toutes, et je vous souhaite eh ben, le meilleur pour chacun d'entre vous. Au revoir.